Maman, regarde mon dos. Ces mots, soufflés dans un souffle brisé par la douleur, ont glacé mon sang ce soir-là. Je m'appelle Hélène, j'ai 53 ans, et je vis à Nevers. Je suis veuve depuis près de 10 ans, depuis que mon mari est parti trop tôt à cause d'un accident stupide sur un chantier. Depuis ce jour, toute ma vie s'est réduite à une mission unique, protéger et élever ma fille unique, Camille. Elle est tout ce qu'il me reste, mon ancre et ma raison d'avancer. Pourtant, dans cette chambre d'hôpital aux murs trop blancs, j'ai découvert un secret qui a brisé en moi quelque chose de plus profond encore que le deuil. Camille n'avait que 16 ans. On lui avait diagnostiqué une maladie étrange il y a des mois, maux de tête persistants, nausées, perte de poids. Les médecins parlaient de stress scolaire, de fragilité psychologique, mais rien n'expliquait pourquoi son corps s'éteignait lentement. Ce soir-là, elle m'a tendu sa main glacée, m'a supplié de soulever légèrement sa chemise d'hôpital. Quand j'ai obéi, je n'étais pas prête à voir ce que je découvris, son dos, couvert de bleu violacé, comme des empreintes de doigts incrustées dans sa peau. Plus bas, près de ses côtes, une marque rouge, nette, qui ressemblait à une brûlure en forme de boucle de ceinture. J'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai cru tomber. Mais mon instinct de mère, cet instinct que personne ne peut tromper, m'a forcé à garder le visage impassible. Camille m'a regardé droit dans les yeux, ses lèvres tremblant. Maman, ne me laisse plus jamais seule avec elle. Elle. Je savais qui elle désignait. Marianne. Ma belle-sœur. La sœur de mon défunt mari. Celle qui, depuis le décès, m'avait aidé à élever Camille, qui s'était installée chez nous en prétendant être un soutien, mais qui avait en réalité pris de plus en plus de place, comme si la maison lui appartenait. Marianne, la femme au sourire si doux devant les voisins, mais au regard acéré quand nous étions seuls. Tout s'est brouillé. Les pleurs silencieux de ma fille, la peur dans sa voix. Je me suis sentie trahie. Pendant des mois, j'avais mis les malaises de Camille sur le compte de la maladie. J'avais cru aux médecins, j'avais cru aux explications trop logiques de Marianne. Tu sais, Hélène, les ados exagèrent, c'est sûrement psychologique. J'avais voulu croire qu'elle avait raison. Parce que l'idée même qu'une main adulte puisse lever la main sur mon enfant m'était insupportable. Mais les preuves étaient là, sous mes yeux. J'ai appuyé sur la sonnette pour appeler l'infirmière. Ma voix, quand elle est venue, a été étrangement calme. Ma fille a des blessures qui n'étaient pas là hier. J'ai besoin que vous appeliez la sécurité et la police. L'infirmière a accouru, son regard s'est assombri quand elle a vu le dos de Camille. Elle a déclenché l'alarme médicale. Et moi, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Marianne, assise dans le coin de la chambre, s'est levée d'un bond. « Qu'est-ce que tu racontes, Hélène ? Tu dramatises. Elle est tombée il y a quelques jours, tu le sais. Ce sont des traces vieilles. » Sa voix dégoulinait de fausses inquiétudes. Mais moi, je voyais clair. Son masque venait de glisser, juste un instant. Ses yeux n'exprimaient pas la stupeur, mais la peur. La peur d'être enfin démasquée. La police est arrivée. Des questions ont fusé, depuis quand Camille était malade ? Quel changement dans la maison ? J'ai répondu de mon mieux, la voix tremblante. J'ai décrit les mois de souffrance, les repas où Camille ne pouvait rien avaler, les nuits de veille tassées à écouter sa respiration courte. Et à chaque fois, Marianne, jouant les protectrices, me disait de ne pas m'inquiéter autant. Mais ce soir, je ne pouvais plus ignorer l'évidence, Camille avait été brisée par des mains qu'elle connaissait, qu'elle redoutait. Le médecin est entré avec ses résultats. Ces moments transpercés, nous avons trouvé des fractures anciennes, des traces de médicaments sédatifs administrés régulièrement, et des marques de coups répétés. Mon monde s'est effondré. Pendant que je pleurais en silence, Marianne continuait à plaider l'innocence, à inventer des explications, mais son regard fuyant l'accusait déjà. Ce soir-là, je n'ai pas seulement découvert la souffrance cachée de ma fille. J'ai compris aussi que la trahison la plus insupportable ne vient pas des étrangers, mais de ceux que l'on a laissés entrer dans notre foyer. Et moi, pauvre veuve croyant protéger mon enfant, je n'avais rien vu. Ou peut-être avais-je refusé de voir. Mais à partir de ce moment, je savais qu'il n'y aurait plus de retour possible. Une mère trahie, c'est un cœur devenu acier. Et dans le silence de ma douleur, une certitude est née, Marianne paierait. Chers amis qui m'écoutez, dites-moi, avez-vous déjà fermé les yeux pour ne pas affronter une vérité trop douloureuse ? Avez-vous déjà cru qu'en restant silencieux, vous protégiez vos proches,
alors que vous les laissiez tomber dans l'abîme? Si mon histoire résonne en vous, écrivez-le en commentaire. Car parfois, c'est en partageant nos blessures que nous retrouvons la force de nous relever. Cette nuit-là, je n'ai presque à fermer l'œil. Les néons du couloir de l'hôpital filtraient par la porte entr'ouverte, dessinant des ombres froides sur le sol de la chambre. Camille dormait enfin, grâce à un calmant, mais son souffle saccadé trahissait encore l'angoisse qui l'habitait. Je suis restée assise à son chevet, tenant sa main fragile dans la mienne, le regard fixé sur ses paupières closes. Chaque frisson, chaque soupir me rappelait que ma fille avait vécu des mois de peur et de douleur sans que je ne m'en rende compte. J'avais envie de hurler, de briser les murs, de courir chercher Marianne et de lui demander comment elle avait osé. Mais je savais que la colère brute ne servirait à rien. Elle devait être maîtrisée, canalisée. J'avais appris, depuis la mort de mon mari, à contenir mes larmes pour protéger Camille. Désormais, je devais contenir ma rage pour la sauver. Au petit matin, l'inspecteur chargé de l'enquête est venu me parler. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux yeux perçants mais à la voix calme. Il m'a demandé de raconter, dans les moindres détails, les derniers mois de la vie de ma fille. Je me suis revue en arrière, octobre, les premiers maux de tête, l'appétit disparu. Novembre, les nuits blanches, les visites médicales où aucun diagnostic ne tombait. Décembre, Camille qui se repliait sur elle-même, fuyant les repas, fuyant même les câlins. Et tout ce temps-là, Marianne qui répétait « Ne dramatise pas, Hélène. C'est une phase ». À mesure que je parlais, je sentais mon propre récit s'accuser moi-même. Comment avais-je pu laisser tout cela se dérouler sous mon toit? Comment avais-je pu croire aux paroles mielleuses de Marianne? L'inspecteur notait en silence, hochait parfois la tête, me relançait par des questions précises. Quand je mentionnais que Marianne passait de longues heures seule avec Camille, ses yeux se durcirent. Plus tard, le médecin est revenu avec des résultats plus précis. Les bleus n'étaient pas récents, certains dataient de plusieurs semaines, d'autres plus anciens encore. Des fractures s'étaient ressoudées sans que personne ne les diagnostique. Et surtout, on avait retrouvé dans le sang de ma fille des traces répétées d'un médicament antihistaminique détourné en sédatif. On l'avait droguée, jour après jour. Le médecin m'a parlé de « maltraitance systématique ». Ces mots m'ont transpercé comme des lames. Pendant ce temps, Marianne, convoquée par la police, déployait tout son talent d'actrice. Elle pleurait, clamait son innocence, parlait d'accidents domestiques, d'une adolescente maladroite, de chutes banales. Je l'entendais dans le couloir, sa voix montant puis se brisant, comme si elle jouait un rôle répété 100 fois. Mais je n'étais plus dupe. Ses larmes ne coulaient pas pour ma fille, mais pour elle-même. Lorsque l'inspecteur est revenu vers moi, il avait cette gravité des hommes qui savent déjà où mène une enquête. « Madame, m'a-t-il dit, nous allons devoir élargir nos recherches. Il est possible que votre belle-sœur ne soit pas la seule impliquée. » Ces mots m'ont glacé. Pas seule. Quelqu'un d'autre. L'idée qu'un complice ait pu franchir la porte de ma maison, toucher ma fille, m'a donné la nausée. Le lendemain, en fouillant les affaires de Camille laissées dans son casier d'hôpital, j'ai découvert son cahier de dessin. Je l'ai ouvert, d'abord rassuré par les fleurs, les paysages, les portraits d'adolescentes. Mais très vite, les images ont changé. À la page suivante, une femme aux cheveux noirs levait la main sur une silhouette recroquevillée. Je n'ai eu aucun doute, c'était Marianne. Plus loin, un homme massif apparaissait, le visage darré de Croix-Rouge rageuse. Je ne l'ai pas reconnu, mais je savais que ma fille, elle, savait qui il était. Et au bas d'une dernière page, une phrase écrite d'une main tremblée, « Maman dit que personne ne me croira. » J'ai refermé le cahier avec des doigts glacés. Là, noir sur blanc, ma fille avait consigné sa vérité, sa peur, son isolement. Et moi, je n'avais rien vu. Ou plutôt, je n'avais pas voulu voir. En fin de journée, une femme s'est présentée dans la chambre. C'était la professeure d'art plastique de Camille. Ses yeux rougis trahissaient des nuits d'inquiétude. Elle m'a avoué qu'elle avait signalé plusieurs fois son malaise devant les dessins inquiétants de ma fille, qu'elle avait même alerté le service social scolaire. Mais chaque fois, Marianne avait su se montrer convaincante, préparant des gâteaux pour amadouer les enseignants, parlant de sensibilité artistique, de créativité un peu sombre. Tout le monde l'avait cru. Moi comprise. En écoutant cette professeure, je me suis rendu compte d'une chose terrible. Marianne avait construit une façade impeccable, trompant l'école, les médecins, et moi,
la propre mère de Camille. Elle avait isolé ma fille, l'avait fait passer pour fragile, capricieuse, instable. Et pendant que tous détournaient les yeux, elle détruisait lentement la chair de ma chair. Cette nuit-là, assise encore auprès du lit de ma fille, je n'ai pas seulement ressenti de la douleur. J'ai ressenti une résolution nouvelle, une force sombre mais lucide. On avait brisé mon enfant, on avait profité de ma confiance, et désormais, je ne pouvais plus compter uniquement sur les institutions, sur la lenteur des procédures. Oui, la justice suivrait son cours, mais moi, je devais préparer la mienne. Je n'étais plus seulement une mère. J'étais devenue une veuve armée d'une vérité, et cette vérité, je comptais bien l'utiliser jusqu'au bout. Les jours suivants, la vie à l'hôpital est devenue une routine étrange, suspendue entre le silence des couloirs et les murmures des médecins. Camille allait un peu mieux physiquement, mais je voyais dans ses yeux la peur intacte, une peur qui ne se dissipait pas, même sous la lumière du jour. Chaque fois qu'une infirmière entrait, elle se crispait. Chaque fois que le nom de Marianne était prononcé, son souffle devenait court. Elle avait appris à se méfier du monde, à voir des pièges là où il ne devrait y avoir que sécurité. Je savais que le corps de ma fille allait cicatriser. Mais son âme, elle, avait été marquée bien plus profondément. Les policiers ont poursuivi leurs investigations. Ils m'ont convoqué dans une petite salle impersonnelle du commissariat de Nevers. Les murs étaient gris, l'air sec, et l'horloge au-dessus de la porte semblait battre plus fort que mon cœur. L'inspecteur m'a demandé si j'avais remarqué des visites inhabituelles chez moi, des allées et venues que je n'avais pas expliquées. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir. Oui. Il y avait ces soirs où je rentrais tard de mon travail au supermarché, où la lumière du garage restait allumée. Ces matins où je trouvais des tasses sales que je n'avais pas utilisées. Ces bruits étouffés la nuit, que j'avais attribués à la maison trop grande pour une seule femme et une adolescente. J'avais cru que c'était mes propres illusions. Mais tout prenait un sens nouveau. Marianne n'était pas seule. Le cahier de dessin de Camille me hantait. Le visage de cet homme aux épaules larges barrées de croix rouge, je le voyais même quand je fermais les yeux. Elle l'avait dessiné encore et encore, comme si elle voulait que quelqu'un comprenne, que quelqu'un finisse à reconnaître l'ombre qui rôdait autour d'elle. J'ai commencé à chercher moi-même. Chez moi, dans les affaires que Marianne laissait traîner, dans ses papiers. C'était risqué, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Une veuve qu'on croit fragile passe souvent inaperçue. Elle croit qu'on ne la voit pas, mais moi, j'ai appris à observer. Un soir, je suis tombée sur son sac posé négligemment dans la cuisine. Dedans, entre un portefeuille et un carnet, il y avait un reçu d'hôtel à Nevers, daté d'un soir où elle prétendait m'attendre à la maison. À côté, un papier chiffonné avec une adresse email griffonnée dessus. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru défaillir. Je n'étais pas encore certaine, mais l'idée a germé en moi, Marianne avait un amant. Peut-être cet homme du cahier. Peut-être celui qui avait osé mettre ses mains sur ma fille. Je ne suis pas allée voir la police tout de suite. Une part de moi voulait en avoir la certitude avant de parler. Je me suis rendue à l'hôtel, 2 jours plus tard. J'ai demandé, avec un sourire tremblant, si mon mari avait bien réservé une chambre ce soir-là, et j'ai prononcé le nom de Marianne comme s'il s'agissait d'un détail. La réceptionniste, sans se méfier, a confirmé. Oui, elle venait souvent. Parfois accompagnée. Je suis sortie de l'hôtel avec les jambes en coton, mais la rage me tenait debout. Non seulement elle avait détruit ma fille, mais elle avait piétiné la mémoire de mon mari, mon amour perdu, en remplissant notre maison de mensonges. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Je me suis assise devant ma fenêtre, observant la rue silencieuse, en essayant de rassembler les morceaux d'un puzzle trop vaste. Tout ce que j'avais cru savoir sur Marianne s'effondrait. Son sourire, ses mots doux, ses gestes de sœur attentionnée. Ce n'étaient que des masques. Je me suis revue 15 ans en arrière, quand mon mari m'avait présentée à sa sœur. Elle avait été charmante, accueillante. Après la mort de mon mari, elle s'était installée peu à peu, d'abord quelques jours pour aider, puis des semaines, jusqu'à devenir une présence constante. Moi, épuisée, j'avais accepté cette main tendue. Je croyais à la solidarité familiale. Mais en réalité, j'avais ouvert ma porte au serpent. L'inspecteur m'a rappelé. Ils avaient analysé les résultats médicaux plus en profondeur. Les traces de sédatifs retrouvées dans le sang de Camille ne pouvaient pas être accidentelles.
On les lui avait administrés régulièrement. Un protocole presque scientifique. Ce n'était plus seulement de la violence, c'était un plan. En rentrant chez moi, une idée folle m'a traversé l'esprit, et si Marianne cherchait à faire passer la mort de Camille pour naturelle, liée à sa maladie supposée? Et si toute cette lente descente aux enfers n'était pas un hasard, mais une mise en scène? Je n'avais pas encore de preuves solides, seulement des intuitions, mais elles étaient assez fortes pour m'empêcher de respirer. Je savais désormais que ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était quelque chose de plus sombre, un projet, peut-être même une stratégie pour en tirer profit. En serrant contre moi le cahier de ma fille, je me suis fait une promesse, je ne laisserai pas ces monstres finir ce qu'ils avaient commencé. La justice des hommes suivrait son chemin, lente, hésitante. Mais la mienne, déjà, prenait racine dans l'obscurité de mes nuits blanches. Je n'oublierai jamais le jour où tout s'est éclairé, comme si les murs de ma maison avaient décidé de me livrer leurs secrets. C'était un mercredi, un de ces jours pluvieux où le ciel de Nevers semble se refermer sur soi. Camille reposait à l'hôpital, sous surveillance constante, et j'étais rentrée seule à la maison pour prendre quelques affaires. L'air était lourd, imprégné de cette odeur fade qui restait après chaque présence de Marianne. En franchissant le seuil, j'ai senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. Une tasse encore tiède sur la table de la cuisine, alors que Marianne prétendait être restée à l'hôpital. Une odeur de parfum masculin, lourde, étrangère, flottait dans le salon. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai avancé, chaque tas résonnant dans ma tête comme une accusation. Je suis montée à l'étage. Dans la chambre d'Amy et celle où Marianne s'installait parfois, le lit était défait. Sur la table de nuit, j'ai trouvé un bracelet en cuir épais, masculin, que je n'avais jamais vu auparavant. En l'empoignant, une image m'a traversé l'esprit, l'homme aux épaules massives dans le cahier de Camille. Était-ce lui? Je me suis assise, incapable de bouger, le bracelet dans la main. Mon esprit s'emballait. Tout se reliait, les bleus de ma fille, la peur dans ses yeux, les traces de médicaments, et cet homme qui apparaissait dans ses dessins. Ce n'était pas seulement Marianne. Elle avait un complice, quelqu'un d'assez fort pour porter une adolescente inconsciente, quelqu'un qui avait franchi cette porte plus d'une fois. Je ne pouvais plus attendre. J'ai appelé l'inspecteur. Je lui ai décrit ma découverte, les incohérences des derniers jours. Il est venu dans l'heure. Ensemble, nous avons fouillé la maison, pièce par pièce. Dans le garage, derrière quelques cartons, il a remarqué de petites taches sombres sur le béton, anciennes mais visibles. Des prélèvements ont été faits. Dans un placard, nous avons trouvé une boîte de médicaments dont je ne connaissais même pas l'existence. Le médecin légiste, plus tard, a confirmé, c'était bien la même molécule que celle retrouvée dans le sang de ma fille. L'inspecteur m'a regardé longuement. Madame, il est clair que ce que nous avons ici dépasse la simple maltraitance. Il y a préméditation. Nous devons envisager une tentative d'homicide. Ces mots ont résonné dans mon crâne comme des coups de tonnerre. Tentative d'homicide. Contre ma fille. Planifiée dans ma propre maison, sous mon toit. Le soir même, alors que je rassemblais encore des vêtements à l'étage, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Mon cœur s'est serré. Marianne était là. Elle m'a appelé d'une voix douce, faussement rassurante. « Hélène ? Tu es rentrée plus tôt que prévu ?» J'ai descendu les marches lentement, tenant encore le bracelet de cuir dans ma main. Elle a vu l'objet, ses yeux se sont écarquillés l'espace d'un instant, avant qu'elle ne reprenne ce masque d'innocence qu'elle portait si bien. « Ce n'est rien », a-t-elle dit trop vite. Juste un vieux souvenir que j'avais gardé. Je l'ai fixé sans répondre. Elle a soutenu mon regard, puis a esquissé un sourire. Un sourire qui n'avait rien de chaleureux, mais qui disait clairement, « Tu ne peux rien prouver. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu dans le silence, assise dans le noir, écoutant chaque craquement de la maison. Je pensais à mon mari disparu. Qu'aurait-il fait, lui, face à sa propre sœur devenue bourreau de son enfant? Je crois qu'il aurait tout détruit dans un élan de rage. Moi, j'avais choisi une autre voie, observer, rassembler, frapper au bon moment. Le lendemain, une voisine m'a appelé. Elle vit juste en face et a des caméras de surveillance depuis qu'elle a eu des vols de colis. Elle m'a dit qu'elle avait remarqué des mouvements étranges devant ma maison ces derniers mois, des voitures qui venaient tard dans la nuit. J'ai couru chez elle, le souffle court. Sur son écran, nous avons visionné les enregistrements. Et là, je l'ai vu.
Un homme grand, trapu, descendant d'un pick-up sombre. Le même qui apparaissait dans le cahier de Camille. Les images montraient clairement Marianne l'accueillant à ma porte, parfois même au cœur de la nuit, parfois quand j'étais absente. À un moment, j'ai cru m'évanouir, on les voyait tous deux traîner une forme inerte vers le garage. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Mais dans mon chagrin, une conviction nouvelle est née. Ce n'était plus seulement une affaire de maltraitance cachée. C'était une entreprise diabolique, minutieusement orchestrée, qui visait à anéantir ma fille pour une raison que je ne comprenais pas encore. Argent? Passion destructrice? Peu importait. J'ai remis la clé USB avec les vidéos à l'inspecteur. Il a blêmi en voyant les images. Avec ça, dit-il, nous tenons enfin le début d'un dossier solide. Mais attention, madame, il va falloir être patiente. Le temps judiciaire est lent. Patiente? J'ai hoché la tête, mais en moi une autre voix murmurait, non. Pas encore. Pas cette fois. Si je laisse les choses suivre leur cours, ils trouveront un moyen de s'en sortir. Et moi, je ne laisserai pas ma fille vivre avec la peur que ces monstres reviennent. C'est dans ce mélange de désespoir et de détermination que mon projet a commencé à naître. Une vengeance silencieuse, froide, méthodique. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais leur arracher ce qu'ils avaient voulu détruire, la sécurité de ma fille, notre avenir, notre dignité. Ce soir-là, en quittant la maison pour rejoindre Camille à l'hôpital, je me suis arrêtée un instant dans le jardin. La pluie avait cessé, l'air sentait la terre mouillée. J'ai fermé les yeux et j'ai juré à voix basse. Tu n'auras plus jamais peur, ma fille. Plus jamais. Et au fond de moi, je savais que la guerre venait seulement de commencer. Les jours qui suivirent furent emplis d'une étrange dualité, le visage doux que je montrais à Camille, rassurant, maternel, et l'autre, caché, celui d'une femme qui préparait dans l'ombre la riposte. Ma fille ne devait rien soupçonner. Elle avait besoin de retrouver confiance, de croire que le monde n'était pas uniquement fait de pièges. Moi, en revanche, je ne pouvais plus ignorer la noirceur qui rôdait à nos portes. Je continuais à me rendre à l'hôpital chaque matin. J'apportais des livres, des fleurs, des biscuits qu'elle aimait. Je souriais, j'écoutais ses silences, je caressais ses cheveux. Mais dès que je sortais du bâtiment, mes pensées se faisaient tranchantes. Tout en marchant dans les rues calmes de Nevers, je me répétais, il faut comprendre, il faut tout découvrir avant qu'ils n'effacent leurs traces. Un soir, l'inspecteur m'a appelé pour me montrer ce qu'ils avaient trouvé dans le téléphone portable confisqué à Marianne. Des échanges de messages avec un certain T. Des phrases banales en apparence, on doit être prudent. Elle pose trop de questions. C'est bientôt fini. Le policier m'a regardé dans les yeux. Nous pensons qu'il s'agit de l'homme que vous avez vu sur les vidéos. Son prénom, Thierry Crevel. Un habitué d'une salle de sport de la région. Thierry. Ce nom, associé à l'image de l'homme trapu des vidéos, m'a glacé. Ce n'était plus une silhouette floue sortie de l'imagination de ma fille, il avait un visage, une existence, un rôle précis dans le complot. Mais le pire fut ce que l'inspecteur ajouta. Nous avons aussi trouvé des documents chez votre belle-sœur. Un contrat d'assurance vie au nom de Camille, signé il y a 3 mois. Une somme considérable, 500 000 €, payable uniquement si le décès survenait dans l'année suivant le diagnostic médical. Je n'ai pas pu parler. Je suis restée figée, incapable de respirer. Alors tout s'expliquait, la lente intoxication, les médicaments, les coups dissimulés sous des explications maladroites. Marianne voulait tuer ma fille, et elle avait tout planifié. Elle avait même falsifié ma signature pour activer ce contrat immonde. Le policier a posé une main sur mon bras. Madame, je comprends votre douleur. Mais je dois vous prévenir, ces enquêtes sont longues. Les avocats trouveront des failles, les preuves doivent être solides. Vous devez nous faire confiance. Je l'ai regardé, et j'ai souri faiblement. Mais au fond de moi, une autre voix répondait, non. Je ne ferai confiance qu'à moi-même. Cette nuit-là, seule dans ma maison vide, j'ai ouvert les tiroirs de mon secrétaire où j'avais rangé tous les papiers de famille. Les actes notariés, les comptes bancaires, le testament rédigé à la mort de mon mari. Tout cela m'a paru soudain fragile. Marianne avait déjà osé falsifier une signature, qui me disait qu'elle ne s'en prendrait pas aussi à mes biens, à la mémoire même de mon époux. Alors, j'ai pris une décision.
Si Marianne avait construit un plan méthodique pour nous détruire, j'allais en construire un autre, tout aussi précis, pour la priver de tout. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un notaire discret, un vieil ami de mon père. Dans son bureau aux boiseries sombres, j'ai exposé calmement la situation, sans entrer dans les détails les plus sordides. J'ai demandé conseil, comment protéger ce qu'il me restait, comment faire en sorte que Marianne ne puisse jamais mettre la main sur ma maison ni sur mes économies. Le notaire m'a proposé de préparer un changement de testament, d'ouvrir un compte séparé dont seule Camille et moi aurions accès, et de sécuriser légalement la maison. Chaque mot qu'il prononçait était comme une pierre posée dans les fondations de ma vengeance silencieuse. De retour à l'hôpital, j'ai pris la main de ma fille. Elle me regardait avec ses yeux fatigués, mais encore capable d'espérer. « Maman » a-t-elle murmuré, « est-ce que ça va s'arranger ?» J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. « Oui, ma chérie. Ça va s'arranger. Je te le promets. » Elle ne savait pas ce que cette promesse signifiait réellement. Elle croyait que je parlais de sa guérison, de la fin de la peur. Moi, je savais que c'était bien plus, je promettais qu'aucun des deux bourreaux n'aurait jamais plus de pouvoir sur elle. Les jours passaient. Les policiers suivaient leurs pistes, mais Marianne continuait à jouer la comédie. Elle se présentait parfois à l'hôpital, déguisée en tante attentionnée. Camille se raidissait aussitôt, mais trop effrayée, elle ne disait rien. Je restais à ses côtés, glaciale, attendant que Marianne s'en aille. Dans ces moments, je voyais la peur changer de camp. Elle savait que je n'étais plus aveugle. Et moi, je savais qu'elle sentait l'étau se resserrer. Chaque soir, je rentrais chez moi et je travaillais en silence, j'écrivais mes observations, je collectais des preuves, je préparais mes papiers. Je bâtissais pièce par pièce le piège dans lequel elle tomberait. Un soir, devant le miroir, j'ai à peine reconnu mon reflet. Mes traits s'étaient durcis, mes yeux étaient plus sombres. La veuve vulnérable que j'avais été avait disparu. À sa place se tenait une mère prête à tout. La douleur avait forgé en moi une détermination implacable. Et dans le secret de mes nuits blanches, je savais que la prochaine étape serait la plus risquée, confronter Marianne et son complice non plus en silence, mais à découvert, au moment que je choisirais. Et ce jour approchait. Les préparatifs ont commencé dans le silence, comme on ourdit une tapisserie dont personne ne doit voir les motifs avant qu'elle ne soit achevée. Je n'étais plus seulement une mère blessée, j'étais devenue une stratège. Chaque geste du quotidien, chaque rendez-vous, chaque signature allait désormais avoir une portée plus grande que ce qui n'y paraissait. Je me rendais régulièrement chez le notaire de Nevers, toujours en dehors des horaires habituels, comme une ombre parmi les passants. Dans son bureau à l'ancienne, l'odeur du cuir des fauteuils et des registres anciens m'enveloppait, et je me sentais protégée par une discrétion millimétrée. Là, je lui confiais tout, mon testament devait être réécrit, ma maison protégée par une clause claire interdisant toute vente sans mon accord direct, mes économies transférées sur un compte séparé, hors d'atteinte. Le notaire m'écoutait sans juger, hochant simplement la tête, ses lunettes glissant sur son nez. Quand il m'a demandé pourquoi je voulais tout changer si brusquement, je n'ai pas répondu. Il a vu dans mes yeux que je portais un fardeau trop lourd pour être dit à voix haute. Et, peut-être par compassion, il n'a pas insisté. Chaque soir, de retour à l'hôpital, je reprenais mon rôle de mère aimante. Camille commençait à aller mieux, elle reprenait du poids, ses yeux retrouvaient un peu de lumière. Mais je savais que sa guérison était fragile, suspendue au fil ténu de la sécurité que je lui promettais. Alors je cachais mes démarches. Elle n'avait pas besoin de savoir que pendant qu'elle dormait, je traçais déjà les lignes de notre libération. En parallèle, je m'étais rapproché d'une voisine, Madame Lenoir, une femme veuve elle aussi, connue dans le quartier pour sa curiosité. Elle avait des caméras de surveillance devant sa maison, braquées sur la rue. Une chance inespérée. Avec elle, j'ai passé des heures à visionner les enregistrements des derniers mois. Nous avons vu, preuve après preuve, les allées et venues de Marianne et de cet homme trapu, Thierry Crevel. À plusieurs reprises, ils entraient ensemble dans ma maison en mon absence. Je n'ai pas montré ces images à la police immédiatement. Non pas que je doutais de leur efficacité, mais parce que je voulais que tout s'emboîte au moment que j'aurais choisi. C'était mon plan, ma justice. Un soir, en fouillant dans le bureau de Marianne, j'ai trouvé une clé USB. Mon instinct m'a ordonné de la glisser discrètement dans ma poche. Plus tard, sur l'ordinateur de la maison, j'ai découvert des échanges de mails entre elle et Thierry. Le ton y était intime, presque amoureux, mais il y avait plus grave.
Dans un dossier nommé « Problème », j'ai lu des phrases glaciales. Elle se doute de quelque chose. Si elle parle, nous sommes fichus. Peut-être qu'il vaut mieux accélérer les choses. Je me suis senti défaillir. Elle, c'était ma fille. Ces mots signaient l'intention claire, ils voulaient l'éliminer. Ils avaient même évoqué les médicaments, les doses, comme si la mort de Camille devait être une mise en scène médicale. J'ai fermé le fichier, tremblante. Puis j'ai copié l'ensemble sur une clé neuve que j'ai rangée dans un coffret métallique, à l'abri. Si jamais il m'arrivait quelque chose, il fallait que la vérité survive. Mais protéger Camille ne suffisait pas, il fallait aussi détruire ceux qui avaient comploté contre elle. Alors j'ai commencé à préparer le piège. Dans ma cave, j'ai réaménagé une petite pièce de stockage. Pour y enfermer quelqu'un, je n'étais pas une criminelle, mais pour y conserver et organiser mes preuves. Dossiers classés, photos imprimées, vidéos gravées sur DVD. Chaque élément devenait une arme silencieuse, prête à exploser au moment choisi. J'ai aussi pris soin de ne rien laisser paraître. Devant Marianne, je restais docile, presque reconnaissante, comme si je n'avais rien vu. Je l'ai même remerciée, un jour, d'avoir passé tant de temps auprès de Camille. Son sourire satisfait m'a révélé qu'elle croyait encore me manipuler. Ce masque d'innocence, je le laissais vivre, car il me permettait d'avancer dans l'ombre. Pendant ce temps, Thierry continuait de rôder. Je l'apercevais parfois, de loin, sortant de sa voiture devant la salle de sport du centre-ville. Son allure lourde, ses gestes nerveux, tout en lui respirait la violence contenue. Je n'ai pas cherché à l'approcher directement. Pas encore. Il fallait d'abord qu'il soit isolé, qu'il perde ses appuis. C'est alors qu'une idée a germé, utiliser leurs propres armes contre eux. Eux avaient bâti leur plan sur le mensonge, la dissimulation. Moi, je bâtirais le mien sur l'exposition, la lumière crue. Si je parvenais à livrer au grand jour leurs secrets, ils n'auraient plus nulle part où se cacher. J'ai pris contact, discrètement, avec une connaissance de longue date, un journaliste local, autrefois ami de mon mari. Je lui ai donné quelques bribes d'informations, sans citer de nom, mais assez pour éveiller sa curiosité. « Continuez votre travail », m'a-t-il dit, « et quand vous aurez tout, je serai là. » Sa voix ferme a renforcé ma résolution. Chaque journée devenait un pas supplémentaire vers ce que je préparais. Le notaire, la voisine, le journaliste, chacun d'eux constituait une pièce de mon échiquier. J'avais appris à jouer patiemment, comme aux échecs que mon mari aimait tant. On ne gagne pas en avançant vite, mais en avançant juste. Et pendant ce temps, Camille reprenait vie. Elle dessinait à nouveau, mais cette fois des fleurs, des oiseaux, des paysages lumineux. Son regard brillait un peu plus chaque jour. Elle ignorait que sa mère, dans le silence de la nuit, forgeait un bouclier invisible autour d'elle. Je savais que l'heure approchait. Bientôt, Marianne et Thierry seraient démasqués non seulement devant la police, mais devant tout le monde, nus de leurs mensonges, privés de leurs masques. Et ce jour-là, ils comprendraient enfin ce que signifie la justice d'une mère trahie. Je n'étais plus la veuve fragile qu'ils avaient cru dompter. J'étais devenue la gardienne d'une vérité qui les détruirait. Et dans ce silence tendu, j'entendais déjà la chute s'approcher, inexorable, comme un orage qui gronde au loin. Il arriva un moment où l'attente devint insupportable. Les nuits blanches à tourner en rond, les rendez-vous secrets au notaire, les fichiers que je rangeais dans ma cave comme on range des munitions. Tout cela m'avait transformée en une autre femme. Je n'étais plus seulement Hélène, la veuve discrète de Nevers, je devenais une arme prête à frapper. Je savais que pour gagner, il fallait les pousser à se trahir eux-mêmes. Marianne et Thierry avaient vécu trop longtemps dans le mensonge, ils avaient appris à se protéger des regards extérieurs. Mais à force de jouer un rôle, on finit toujours par commettre une erreur. Mon rôle à moi serait de provoquer cette erreur. Tout a commencé par un simple appel. J'ai utilisé un téléphone jetable acheté en espèces. Ma voix tremblait un peu, mais j'ai su la rendre crédible, j'ai fait croire à Thierry que Marianne parlait trop, qu'elle laissait des traces. J'ai insinué qu'elle pourrait le dénoncer pour se protéger. Puis j'ai raccroché sans laisser le temps de répondre. Quelques heures plus tard, j'ai envoyé un message à Marianne, depuis ce même téléphone, feignant d'être un voisin anonyme, j'ai vu Thierry sortir de chez toi l'autre nuit. Attention, les gens parlent. Ce n'étaient que des mots, mais je savais qu'ils suffiraient à semer le doute. Et je n'avais pas tort. Dès le lendemain, j'ai vu Marianne nerveuse, ses yeux brillants d'inquiétude,
ses mains tremblantes autour d'une tasse de café. Quant à Thierry, d'après ce que m'a dit ma voisine Madame Lenoir qui observait discrètement, il s'était mis à rôder plus souvent près de chez moi, l'air soupçonneux. La fissure commençait à apparaître. Je poursuivis mon travail de sape. J'envoyais anonymement aux journalistes que j'avais contacté quelques extraits de mes trouvés sur la clé USB. Rien qui puisse être utilisé immédiatement, mais assez pour attirer son attention. Il me rappela, le ton pressant. « Hélène, tu tiens une bombe. Quand seras-tu prête à tout révéler ?» Je lui répondis, « Quand je les verrai tomber de leurs propres mains. » Dans ma cave, j'avais tout préparé. Les vidéos, les documents, les relevés bancaires que j'avais retrouvés dans un tiroir de Marianne et qui prouvaient l'ouverture d'un compte commun avec Thierry. Mais je voulais plus qu'un dossier bien ficelé, je voulais qu'ils avouent, qu'ils se détruisent l'un l'autre. Alors je décidai de leur tendre un piège. Je savais que Marianne croyait encore à ma naïveté. Elle venait parfois à l'hôpital, déposait des fleurs au chevet de Camille, s'asseyait avec un air de compassion théâtrale. Un soir, je lui dis, d'une voix douce mais calculée. « Marianne, je sais que tu t'inquiètes beaucoup. J'ai décidé de vendre la maison. Ce serait mieux pour repartir à zéro avec Camille. » Je vis son visage se raidir. Ses lèvres sourire, mais ses yeux la trahirent. Elle ne voulait pas que cette maison disparaisse. C'était là qu'elle avait bâti son plan, qu'elle avait dissimulé ses preuves. En prononçant cette phrase, je venais de la priver du terrain de jeu qu'elle croyait posséder. 2 jours plus tard, comme je l'avais prévu, Thierry frappa à ma porte. Je l'aperçus depuis la fenêtre, sa carrure massive emplissait le perron, son regard cherchait autour de lui comme un animal traqué. J'ouvris, le cœur battant, mais je me tins droite, impassible. « On doit parler », dit-il d'une voix grave. Je l'ai laissé entrer, le conduisant non pas au salon, mais à la cuisine, bien en vue de la caméra discrète que j'avais installée la veille. Il croyait me dominer, il croyait que j'étais encore cette femme fragile. Mais je tenais déjà l'arme la plus redoutable, son propre aveu, que j'allais provoquer. Il s'assit lourdement, posa ses coudes sur la table. « Marianne me dit que tu veux vendre la maison. Tu crois que c'est le moment ? Avec tout ce qui arrive à ta fille ? » J'ai haussé les épaules. « Justement. Je veux tout recommencer ailleurs. Ici, il y a trop de souvenirs, et trop de secrets. » Son regard se figea. Il se pencha vers moi. « Quel secret ? » J'ai soutenu son regard, laissant un silence pesant s'installer. Puis j'ai murmuré. « Camille m'a tout montré. Ses dessins. Elle sait. Elle a parlé. » Il pâlit, puis son visage se durcit. « C'est Marianne qui a commencé », lâcha-t-il brutalement. « Moi, j'ai seulement voulu l'aider. Elle disait que la gamine posait problème, qu'elle allait détruire nos vies. » Chaque mot tombait comme une pierre, captée par la caméra. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il l'entende. Mais je restais immobile, glacial. « Alors vous avez décidé de la droguer », soufflai-je. Il passa une main nerveuse sur son front. C'était son idée. Elle disait qu'avec les médicaments, ça passerait pour une maladie. Et avec l'assurance. Il s'arrêta net, réalisant qu'il en avait trop dit. Mais c'était trop tard, je tenais sa confession. Je me levai lentement. « Merci, Thierry. Tu viens de me donner ce qu'il me manquait. » Il se redressa, méfiant. « Qu'est-ce que tu racontes ? » Alors, pour la première fois, j'ai souri. Un sourire froid, qui n'avait rien à voir avec celui d'une victime. « Bientôt, toi et Marianne saurez ce que ça fait d'être pris à votre propre piège. » Je le laissai sortir, le regard rempli d'incompréhension et de peur. Dès qu'il eut franchi le portail, je récupérai la carte mémoire de ma caméra. C'était la pièce finale, l'aveu filmé. Je savais que l'heure approchait. L'affrontement final ne tarderait plus. Et cette fois, ce ne serait pas moi la proie, mais eux. Le lendemain de cette conversation avec Thierry, l'air semblait plus lourd que jamais. Je savais que l'engrenage était lancé. Tout ce que j'avais préparé dans l'ombre, toutes les nuits passées à classer des dossiers, toutes les ruses chuchotées à la police et aux journalistes allaient bientôt éclater au grand jour. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était la vitesse à laquelle leur monde allait s'écrouler. Tout commença par une dispute. Madame Lenoir, ma voisine vigilante, m'appela d'une voix excitée. « Hélène, viens vite à ma fenêtre, regarde en face. » J'ai accouru,
et à travers les rideaux entr'ouverts, j'ai vu Marianne et Thierry devant ma maison. Ils se hurlaient dessus comme deux chiens enragés. Thierry agitait les bras, son visage rouge de colère. Marianne, plus pâle que jamais, tenait son sac serré contre elle comme si elle voulait s'y agripper pour ne pas tomber. « Tu m'as piégé !» criait-il. « Tu as tout raconté à ta sœur, avoue-le. »« Tu es fou !» répondit-elle en hurlant à son tour. « Si quelqu'un parle, ce sera toi, avec ta grande gueule. » Il ne savait pas que je les observais, et surtout que les caméras de Madame Lenoir filmaient tout. La fissure que j'avais ouverte s'élargissait déjà en gouffre. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel du journaliste à qui j'avais confié des fragments de mai. Sa voix était fébrile. « Hélène, c'est énorme. J'ai croisé Thierry ce matin, il m'a menacé de me laisser tranquille. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a une fuite. Ils se soupçonnent entre eux. C'est le moment. » Je lui ai répondu d'attendre encore. J'avais besoin qu'ils s'entredéchirent davantage, qu'ils se détruisent eux-mêmes. Le soir, Marianne a débarqué à l'hôpital. Elle portait ce masque de fausse tante aimante, mais je voyais ses mains trembler. Camille s'est raidie dès qu'elle est entrée dans la chambre. Ma fille n'a pas dit un mot, mais son regard suppliant m'a suffi. J'ai pris les devants. Marianne, si tu veux nous aider, rapporte-moi les papiers de la maison. J'en aurai besoin demain chez le notaire. Elle a sursauté, les yeux écarquillés. Elle a tenté un sourire maladroit. Les papiers ? Oh, oui, bien sûr. Mais je savais qu'elle comprenait ce que cela signifiait, la maison lui échappait, et avec elle toute la scène de son crime. En quittant la chambre, elle a lancé un dernier regard à Camille. Je n'oublierai jamais l'étincelle de haine qui y brillait. Cette nuit-là, tout a basculé. Thierry, enragé, s'est présenté chez Marianne. Les voisins l'ont entendu vociférer. Il parlait d'argent, de fuite, de quelqu'un qui savait tout. Leur voix montait, puis une gifle a claqué, suivie d'un silence. Quand la police, alertée, est arrivée, ils ont trouvé Marianne en pleurs, Thierry déjà reparti, la maison sens dessus-dessous. Mais ce n'était pas seulement une dispute d'amants criminels. C'était le commencement de leur chute. Le lendemain, les gendarmes m'ont appelé. « Madame, nous avons des preuves suffisantes pour ouvrir une enquête judiciaire formelle contre votre belle-sœur et son complice. » Je me suis sentie chancelée. Enfin, la vérité sortait de l'ombre. Dans le quartier, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les regards changèrent. Les voisins qui avaient toujours souri poliment à Marianne se mirent à la fuir. Certains venaient discrètement me parler, on l'avait toujours trouvée trop parfaite. Ou, on se doutait que quelque chose clochait. Hypocrisie ou peur, peu importait. Ce qui comptait, c'était que le masque de respectabilité se fissurait. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Marianne n'était pas femme à se laisser écraser sans résister. Elle avait toujours eu ce don pour manipuler, pour pleurer au bon moment, pour se faire passer pour la victime. Thierry, lui, n'était qu'un homme de muscles et de colère, mais ensemble, ils pouvaient encore tenter de retourner la situation. C'est pourquoi, le jour suivant, j'ai donné la clé USB aux journalistes. Tout. Les emails, les extraits vidéo, les aveux de Thierry que j'avais filmés. Je savais que, diffusés publiquement, ces éléments deviendraient impossibles à effacer. Le soir même, une émission locale a publié les premiers extraits. Les mots de Thierry résonnaient dans les haut-parleurs, c'était son idée. Avec les médicaments, ça passerait pour une maladie, et avec l'assurance. Quand j'ai entendu ces phrases à la télévision, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais d'un soulagement amer. Le monde entier savait désormais ce que Camille avait enduré. Ariane fut arrêtée au petit matin, emmenée sous les yeux médusés du quartier. Thierry, lui, tenta d'abord de disparaître, mais il se rendit 2 jours plus tard, accablé par les preuves. Les journaux titraient « Tentative d'homicide à Nevers, une adolescente sauvée in extremis ». Les visages de Marianne et de Thierry s'étalaient en une, leur hypocrisie exposée au grand jour. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut l'effondrement familial. Des cousins, des tantes, des amis de longue date m'appelèrent. Certains, honteux, m'avouèrent qu'ils avaient toujours trouvé Marianne, trop proche, de ma maison, trop présente. D'autres, au contraire, me reprochèrent d'avoir exposé publiquement la famille. J'écoutais en silence, mais je savais qu'au fond, la vérité avait libéré plus de monde qu'elle n'en avait condamné.
Quant à Camille, elle regardait tout cela avec une maturité étrange. Elle restait silencieuse, ses yeux fixés sur l'écran de télévision, puis elle se tournait vers moi. « Maman, est-ce que c'est fini maintenant ?» Je lui caressais les cheveux et je murmurais. « Oui, mon amour. C'est fini. » Je voulais y croire. Mais au fond de moi, je savais qu'une guerre laisse toujours des cicatrices, même quand la victoire semble acquise. Point après l'arrestation de Marianne et de Thierry, un silence étrange a recouvert ma maison. Ce n'était pas la paix, pas encore, mais plutôt une absence de bruit, comme après une tempête quand les branches brisées gisent encore au sol. Je traversais les pièces comme une étrangère, respirant un air imprégné de souvenirs douloureux. Chaque coin me rappelait une scène, les nuits où Camille pleurait sans que je comprenne pourquoi, les matins où Marianne me souriait en dissimulant son poison derrière une tasse de café. Je savais qu'il fallait partir. C'est le médecin de Camille qui a prononcé les mots que je n'osais pas dire. Elle a besoin d'un nouvel environnement. Ce lieu, ces murs, ils sont associés à trop de souffrance. Je l'ai regardé, et j'ai compris qu'il avait raison. Nous devions fermer ce chapitre, quitte à laisser derrière nous la maison que j'avais construite avec mon mari. Ce n'était plus un foyer, c'était devenu un tombeau de mensonges. Avec l'aide du notaire, j'ai mis la maison en vente. J'ai signé les papiers sans trembler. Quelques mois plus tôt, j'aurais cru impossible de renoncer aux murs qui avaient abrité mon couple, aux souvenirs de mon mari disparu. Mais désormais, ce n'était plus une perte, c'était une libération. Camille, encore fragile mais décidée, m'a dit un matin. « Maman, si on part, j'aimerais qu'on vive près de l'eau. J'aimerais voir un lac ou la mer chaque jour. » J'ai souri. Moi aussi, j'avais besoin de l'horizon, d'un espace ouvert pour respirer. Nous avons trouvé un petit appartement près des rives de la Loire, à quelques kilomètres du centre de Nevers. Un lieu modeste, mais lumineux, avec une vue sur les reflets changeants du fleuve. Le jour où nous avons emménagé, j'ai ouvert les fenêtres et laissé entrer le vent frais. L'air portait une odeur d'herbe et de liberté. La vie a repris lentement, comme une graine qui hésite à sortir de terre après un hiver trop long. Camille a recommencé à dessiner. Ses cahiers, autrefois remplis de visages sombres et de silhouettes violentes, se peuplaient maintenant de paysages paisibles, de barques flottant sur l'eau, de fleurs sauvages. Chaque trait de crayon était pour moi une victoire silencieuse. Moi, je redécouvrais la douceur des gestes simples. Préparer le petit déjeuner sans craindre une intrusion, marcher sur les quais en tenant le bras de ma fille, écouter le chant des oiseaux au lever du jour. Tout cela me semblait nouveau, comme si j'avais vécu des années dans l'ombre et que je réapprenais la lumière. Bien sûr, les cicatrices restaient. Certaines nuits, Camille se réveillait en sursaut, ses yeux écarquillés par un cauchemar où Marianne la poursuivait encore. Alors je m'asseyais à côté d'elle, je la berçais doucement comme lorsqu'elle était enfant. Elle finissait par se rendormir, et moi je restais éveillé, regardant les ombres danser au plafond, me répétant que jamais plus je ne la laisserais sans défense. Un soir, alors que nous étions assises sur le balcon à contempler le fleuve, Camille m'a demandé d'une voix hésitante. « Maman, est-ce que tu crois que je pourrais pardonner un jour ?» Je suis restée silencieuse un long moment. Le pardon, ce mot me semblait trop grand, trop lumineux pour l'histoire que nous avions vécue. Pourtant, je ne voulais pas lui transmettre ma haine. Alors j'ai répondu doucement. « Peut-être, ma chérie. Mais tu n'as pas à te forcer. Le pardon, s'il vient, viendra tout seul. Et s'il ne vient pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois libre. » Elle a hoché la tête, et ses yeux ont brillé d'une maturité douloureuse. Pendant ce temps, le procès avançait. Je devais parfois me rendre au tribunal de Nevers, témoigner, écouter les plaidoiries. Chaque fois que je croisais le regard de Marianne, je sentais en moi une colère glacée, mais aussi une forme de pitié. Elle avait tout perdu, sa liberté, son amant, son image respectable. Pourtant, jamais elle n'a montré le moindre regret. Elle portait son masque de fierté jusqu'au bout, refusant d'avouer sa monstruosité. Je revenais de ces audiences épuisées, mais je retrouvais la paix dans mon nouveau foyer. Le contraste était saisissant, le tribunal saturé de tension, et notre appartement baigné de lumière douce. Comme deux mondes parallèles. Avec le temps, nous avons commencé à tisser de nouveaux liens. Des voisins bienveillants nous saluaient, des commerçants souriaient à Camille lorsqu'elle achetait du papier à dessin. Une vieille dame, qui promenait son chien chaque matin, s'arrêtait parfois pour bavarder avec moi. Ces gestes simples,
ces rencontres quotidiennes étaient des baumes discrets sur nos plaies. Un dimanche, j'ai emmené Camille au marché. Elle riait en découvrant les fromages locaux, les étals colorés de fruits. Ce rire, clair, insouciant, résonnait comme une musique oubliée. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de gratitude. Je savais que nous n'étions pas totalement guéris. Il faudrait des années pour que Camille retrouve confiance en elle, pour qu'elle cesse de regarder derrière son épaule. Moi aussi, je resterais marqué à jamais par la trahison de Marianne. Mais la vie reprenait, fragile et d'elle, comme une fleur poussant à travers le béton. Un soir d'été, alors que le soleil déclinait derrière le fleuve, je me suis surprise à respirer profondément, sans peur, pour la première fois depuis longtemps. Camille s'est assise à côté de moi et a posé sa tête sur mon épaule. Nous sommes restées ainsi, silencieuses, à contempler les reflets d'or sur l'eau. Je me suis dit alors que nous étions peut-être en train d'écrire une nouvelle histoire. Non plus celle de la douleur et de la trahison, mais celle de la résilience et de la lumière retrouvée. Et même si je savais que les cicatrices ne s'arrêteraient jamais complètement, j'ai compris que nous étions enfin libres. Le jour du verdict, la salle d'audience était pleine. Les bancs de bois craquaient sous le poids des curieux, des journalistes, des voisins qui voulaient voir de leurs propres yeux la chute de celle qui, autrefois, passait pour une femme irréprochable. Marianne entra, menottes au poignet, le visage tiré mais le menton relevé comme si elle refusait encore de se reconnaître coupable. Thierry suivait derrière, épaules voûtées, le regard fuyant. J'étais assise au premier rang, Camille à mes côtés. Ma fille portait une robe claire, simple, mais son sourire timide et sa posture droite étaient pour moi la plus belle des victoires. Elle respirait encore, elle vivait encore, et rien ni personne ne pourrait désormais lui voler cela. Le juge lut la sentence d'une voix ferme, 35 ans de réclusion pour Marianne, 20 ans pour Thierry, assortie de l'interdiction définitive de s'approcher de nous. Dans la salle, un murmure parcourut l'assemblée. Je n'ai pas bougé. Pas une larme, pas un sourire. J'étais allée bien au-delà de l'émotion. J'étais entrée dans le royaume froid de la justice accomplie. Lorsque Marianne se leva, ses yeux cherchèrent les miens. Elle voulait encore me défier. Elle s'approcha légèrement, retenue par les gendarmes, et murmura assez fort pour que je l'entende. Tu crois avoir gagné, Hélène. Mais chaque fois que ta fille pleurera, chaque fois qu'elle fera un cauchemar, tu penseras à moi. Je serai toujours là, entre vous deux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et calmement, je lui ai répondu. Non. Chaque fois qu'elle sourira, chaque fois qu'elle dessinera, je saurai que tu as échoué. Elle a pâli. Les gendarmes l'ont entraînée vers la sortie. Ce fut la dernière fois que je croisai son regard. À la sortie du tribunal, les journalistes m'ont assailli. J'ai protégé Camille derrière moi et je n'ai dit qu'une phrase. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la prison. Ce qui compte, c'est que ma fille puisse vivre sans peur. Puis nous avons quitté Nevers pour rentrer chez nous, au bord de la Loire. Les semaines suivantes, le calme est revenu. Les journaux parlaient d'autres affaires, les voisins avaient cessé de chuchoter sur mon passage. Camille reprenait ses cours doucement, soutenue par des professeurs compréhensifs. Elle dessinait plus que jamais, ses cahiers remplis d'oiseaux et de paysages lumineux. Je la voyais renaître jour après jour. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les eaux tranquilles du fleuve, elle m'a demandé. « Maman, est-ce que tu crois que nous sommes enfin libres ?» Je l'ai serrée contre moi et j'ai murmuré. « Oui, mon amour. Nous sommes libres. » Ce fut pourtant bien plus tard, seule dans le silence de mon salon, que je pris la plume pour écrire mes derniers mots, ceux que je voulais adresser à toutes celles et ceux qui, comme moi, avaient trop longtemps gardé le silence. Pendant des mois, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit que ma fille exagérait, que ses douleurs n'étaient que des caprices d'adolescente. Je voulais préserver la paix de mon foyer, je voulais croire au sourire de façade de ma belle-sœur. Et ce silence a failli tuer ce que j'avais de plus cher. J'ai appris, dans la douleur, que se taire, c'est parfois trahir. J'ai appris qu'une mère doit écouter les silences de son enfant autant que ses paroles. J'ai appris aussi que la vérité, si terrible soit-elle, est toujours plus supportable que le mensonge. Alors à vous qui m'écoutez, je vous le dis, ne laissez jamais quelqu'un vous faire douter de vos propres instincts. Ne laissez jamais la peur ou la honte vous bâillonner. Le silence peut détruire. Mais le silence, lorsqu'il se brise, peut aussi devenir une justice. Aujourd'hui,
ma fille vit. Elle sourit. Elle a survécu à ceux qui voulaient la briser. Moi aussi, d'une certaine manière, j'ai survécu. Mais je ne suis plus la même. Je suis une femme marquée, mais debout. Une mère qui a juré que plus jamais personne ne réduira son enfant au silence. Et si je devais retenir une seule leçon de cette histoire, ce serait celle-ci: le silence peut être une arme. Entre de mauvaises mains, il tue. Mais entre les nôtres, il devient le cri le plus fort, le cri que personne n'oubliera. Je posai ma plume. Le vent entrait doucement par la fenêtre ouverte, faisant danser les rideaux. Camille dormait dans sa chambre, paisible. Je l'écoutais respirer à travers la cloison, et je sus que, malgré tout, nous avions gagné. Oui. Le silence peut aussi être une forme de justice.